Bonsoir à tous, bienvenue dans votre quotidienne. Nous sommes le lundi 14 avril. À la une ce soir, la circulation perturbée à Martigues. Les travaux de la place des Airs continuent. La rue du Colonel Fabien est fermée à la circulation jusqu'à demain. Prenez vos précautions et privilégiez le viaduc pour vos déplacements vers le centre-ville. Des perturbations pour les automobilistes mais aussi pour les usagers qui prennent le bus jusqu'à mercredi. Les arrêts Général Leclerc, Lille, Paradis et Coopérative ne seront pas desservis. Pour rappel, les travaux de la place des Airs ont démarré en décembre et devraient s'achever en mai. On rouvre un dossier que l'on suit depuis le début sur Maritima, celui de la halte soins addiction, plus connue sous le nom de salle de foot. Un an après l'annulation du projet, à Marseille, plusieurs associations et ONG, dont Médecins du Monde, ont annoncé le dépôt devant la justice de recours contre l'État. Explication Didier Gesualdi. 2 recours ont été déposés par Médecins du Monde. Le premier est national, il concerne la pérennisation des haltes soins addiction. Il s'agit d'expérimentations installées à Paris et à Strasbourg qui doivent s'achever fin 2025. Pour l'instant, aucune info n'a été communiquée concernant leur maintien ou leur fermeture, d'où la demande des ONG. Le second recours nous intéresse beaucoup plus localement. Il accuse l'État d'inaction, voire d'obstruction dans la mise en place d'une salle de shoot à Marseille. On vous en a beaucoup parlé sur Maritima. Elle devait s'installer près de la gare Saint-Charles, puis sur le boulevard de la Libération. La gauche et la droite marseillaise se sont écharpées sur le sujet. Et finalement, c'est le gouvernement qui a mis fin au débat avec un avis négatif porté sur le projet final. Une ministre s'est notamment targuée d'avoir pesé dans la balance. La marseillaise Sabrina Agresti-Roubache, alors secrétaire d'État chargée de la ville. L'avocat du collectif attend une décision de justice d'ici à la fin de l'année prochaine. On reste à Marseille avec le lancement d'un laboratoire un peu spécial pour les sportifs de tout niveau. Ça s'appelle HYPE. Il a été inauguré à la faculté des sciences médicales et paramédicales et a pour objectif d'allier santé et activité physique. Nordine Ali Saïd était sur place. Des bips à chaque coup porté. Grâce à ce plastron connecté, l'athlète de taekwondo peut affiner ses enchaînements et gagner en précision. Donc on a développé un aspect plus ludique pour une population jeune, donc on se rapproche d'un jeu vidéo type sport de combat où au lieu de marquer des points, c'est une barre de vie qui descend. Donc ça touche beaucoup la population jeune où ils ont un peu plus envie de s'impliquer dans les matchs, par exemple. Augmenter la performance tout en limitant les blessures, c'est le pari du projet HYPE lancé en 2021. Chambre climatique, fauteuil roulant instrumenté, bain de récupération, des outils de pointe pour repousser les limites en améliorant le bien-être des sportifs. Stop. Sur cette piste connectée, Adrien Mangini étudie la foulée des sprinteurs. Du coup, on a ces plateformes de force, on peut aussi identifier sur différents pas la latéralité des membres inférieurs. Et du coup, on va pouvoir identifier une possible asymétrie qui est connue pour avoir un lien avec le risque de blessure des athlètes et de pouvoir personnaliser du coup l'entraînement derrière ou pouvoir prévenir un potentiel risque de blessure. Le laboratoire HYPE a déjà collaboré avec une dizaine de fédérations, notamment en amont des Jeux de Paris 2024. Il intervient aussi localement auprès des clubs comme Foss en basket, Plan de Cuq en hand ou le FC Martigues. Mais pour Denis Bertin, son directeur, l'objectif reste clair, rendre ces outils accessibles au plus grand nombre. Donc c'est donner toutes ces approches à tout le monde et surtout les diffuser au plus grand nombre à travers les médecins de famille, les structures qui aident lorsqu'on a une blessure de centres de réadaptation, les centres hospitaliers. Donc nous on travaille avec la PHM et l'Institut Paolo Calmette sur le cancer. Plus d'une centaine de personnes mobilisées, 13 unités de recherche impliquées. Avec le soutien de la région, HYPE vise aussi à repérer et accompagner les talents de demain en ligne de mire, les Jeux d'hiver 2030 dans les Alpes françaises. Du sport encore, l'Olympique de Marseille vit une période compliquée alors qu'on s'approche du dénouement de la saison de Ligue 1. On a pu voir la confirmation de cet état fébrile samedi soir à Monaco avec une défaite 3-0. L'OM a perdu la 2e place au classement et les autres concurrents sont juste derrière. Mais cela ne semble pas vraiment inquiéter les Olympiens. Zone mixte Maritima avec Karim Attab. Le maniche, lavorare ancora di più. Come abbiamo fatto questa settimana. Là, il nous reste qu'à retrousser nos manches, à travailler encore plus, continuer sur ce qu'on fait, voilà, et surtout l'emporter contre Montpellier. E va in Champions League chi va per terra per ultimo.
Ça passe par ça tout d'abord. Évidemment que les autres équipes aussi ont des confrontations directes. Et puis au final, je pense que ce sera le dernier à tomber qui se qualifiera en Ligue des Champions. Ce sera l'équipe qui le veut le plus. Et en vue de la première mi-temps, je sais que mes joueurs le veulent absolument. Devo essere il primo a tenere uniti. Je l'ai toujours dit, s'il faut être dur, s'il faut avoir des mots forts, je le fais. Mais quand il faut aussi être là, tenir le groupe, rester soudé vers l'objectif, c'est ce que je fais aussi. Et là, il ne faut pas qu'on se pose de questions, il ne faut pas penser aux absents, aux blessés. Luis Felipe, s'il est là, pas là, il m'a dit qu'il n'était pas là. Voilà, il faut jouer et faire de notre mieux et faire mieux. C'est vrai aussi de ce qu'on a pu faire dernièrement en phase défensive. In questo momento. Ouais, la dynamique, elle est mauvaise due au résultat récent. Après, voilà, comme je dis, au vu du classement, l'objectif reste le même. Donc on va se concentrer sur ça. Jusqu'à aujourd'hui, le schéma tactique nous a apporté plus de choses positives que négatives. Donc je vois pas pourquoi j'aurais pas confiance de ce schéma. Et les Marseillais retrouvent le Stade Vélodrome samedi soir pour la réception de Montpellier, le dernier de la classe. La victoire est impérative pour entretenir l'espoir de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Le FC Martigues est tombé sur plus fort vendredi pour le compte de la 30e journée de Ligue 2. Les Martégots se sont inclinés 4-1 face au FC Metz, 3e du championnat. Le coach martégal Hakim Malek est revenu sur le revers de l'équipe. Le penalty, il vient sur un moment où nous, après avoir marqué le but, au lieu d'être concentré, on est encore dans la célébration. Là, on peut s'en prendre qu'à nous. C'est ce qui me dérange. Surtout contre une équipe qui te rend 2-3 classes au départ. Il n'y a pas de honte à le dire. C'est Metz. Je veux dire, c'est plus fort que toi dans tous les domaines. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, si on n'aime pas droit, on peut mettre 3 buts à Metz ou 4 buts à Metz. On n'a pas su trouver l'équilibre, je pense. Voilà, ça a été le plus compliqué, eux ont su et nous on n'a pas su. Des propos recueillis par Enzo Buonalana. Martigues Volée s'est incliné à domicile devant Grand Nancy. Les Martégots devront retourner en Meurthe-et-Moselle vendredi prochain pour jouer la belle avec l'espoir de passer en demi-finale des playoffs de Ligue B. La soirée s'est terminée avec une cérémonie en l'honneur de Christophe Charroux. Il quitte à la fin de la saison son poste d'entraîneur du Martigues Volleyball. Rémi Reponti l'a rencontré. Du vendredi au dimanche, on savait que ça serait un peu compliqué pour récupérer et rester frais. Voilà, on l'a vu, on était moins explosif, moins dynamique. C'était un peu compliqué par rapport à ça et on n'a pas pu réagir à cette équipe qui a été solide ce soir. Ils ont très bien servi, très bien attaqué. Non, c'est rien à dire. Moi, sur le résultat, j'ai rien à dire. On est frustré parce qu'on aurait aimé, avec le monde qu'il y avait ce soir, proposer un autre spectacle, mais franchement, sur le résultat, qu'est-ce qu'on peut dire? Rien. On va attendre le match suivant et essayer de récupérer bien pour arriver là-bas et être opérationnel pour mener encore le combat. Nancy, c'est très physique. Beaucoup de grands gabarits qui sautent haut, un niveau de jeu très haut tout le temps. Et nous, on a des petits gabarits, on joue très vite, c'est notre jeu. Mais là, quand physiquement on baisse un peu, c'est compliqué. Mais c'est vraiment la fraîcheur qu'il nous faut pour ce match-là, de vendredi. Allez, du badminton à présent. Les Phocéens Thomas Junior et Christo Popov, champions d'Europe. Et oui, rien que ça. Les frères ont remporté samedi soir la finale de double des championnats d'Europe de badminton à Horsens au Danemark. Les frères Popov peuvent maintenant se préparer pour les championnats du monde en août à Paris. Athlétisme, la martégale Clémence Calvin, vice-championne d'Europe du marathon en 2018, avant d'être suspendue 4 ans pour s'être soustraite à un contrôle antidopage. Elle a retrouvé hier l'équipe de France pour les championnats d'Europe de running à Bruxelles. Fière représentante de l'équipe de France, elle est arrivée à la 11e place en 2h34. On vous en parlait la semaine dernière, le tournoi international junior de tennis d'Istres s'est achevé avec les victoires en simple de l'Australienne Talia Kokinis et du Britannique Marc Seban. Allez, on referme cette page sport, place désormais à l'archéologie avec une épave de bateau qui gît à 2 mètres de profondeur et à quelques mètres seulement du rivage. A priori, pas de quoi s'enthousiasmer, sauf que cette épave, découverte il y a une quinzaine d'années sur la plage des Laurons à Martigues, est âgée entre
4 et 6 siècles. Elle est parfaitement conservée et elle attise l'intérêt et la curiosité des universitaires. Michel Montagne s'est rendu sur place. D'après les premières analyses, il s'agirait probablement d'un bateau de pêche. Et ce qu'il en reste peut nous en apprendre beaucoup sur l'histoire locale, comme l'explique Alba Ferreira Dominguez. Elle est dendro-archéologue, c'est-à-dire spécialiste de l'étude du bois, et mène un véritable travail d'enquête sur notamment les épaves immergées. Les bois, c'est le matériel de construction par excellence dans les bateaux. Jusqu'à là, on a trouvé du pain d'Alep ou du pain pignon. Donc, c'est des essences résineuses qui vont conformer toute la coque du navire. Donc, c'est des essences qui résistent bien à l'eau, mais qui sont aussi souples, qui sont élastiques, qui vont bien mettre cette mise en forme de la coque du navire. Et après, on va retrouver sur la quille, donc la colonne vertébrale du bateau et aussi les membrures, donc le côte du bateau, on va trouver des essences plus dures comme le chêne vert, et qui vont venir renforcer transversalement et longitudinalement la coque du bateau. Christian Mazet et son fils Valentin habitent à 2 pas du site et ont profité de la présence des chercheurs et archéologues pour en savoir un peu plus sur cette mystérieuse embarcation. On habite à peut-être 100 mètres, on vient à la plage pratiquement tous les jours. On savait qu'il y avait des fouilles archéologiques qui se passaient chaque année. On s'est aperçu qu'il y avait un bateau de pêcheurs de la région. Parce que le bois, le pain, tout vient d'ici. Donc ça a été taillé ici, donc c'était déjà Martégal. Donc la dame, c'est une spécialiste du bois. Et elle nous a expliqué un petit peu comment elle faisait pour reconnaître le bois, comment il a été taillé, tout ça. Je sais pas comment elle fait pour comprendre tout ça, parce que moi j'ai rien compris. C'est intéressant ? Oui, très. Donc là, ils ne savent pas exactement, comme ils n'ont pas fini les fouilles, on ne sait pas si c'est du 14e ou du 6e siècle. On en saura un peu à la prochaine fouille, tout simplement. Toi, t'as envie de savoir un peu de quoi il retourne avec ce bateau ? Bah oui, quand même. Maintenant qu'on est plongé dedans, on veut savoir la fin. Certaines pièces feront l'objet d'une restauration en vue d'être exposées au Musésième. Et avant de se quitter, on va faire un petit détour du côté d'Istres. Ce week-end, les passionnés de voitures vintage se sont retrouvés autour de Renault 5 Turbo pour fêter les 45 ans de la première victoire de la Renault 5 Turbo en rallye. Rémi Reponti est allé à la rencontre de l'un des propriétaires de cette petite voiture iconique. Daniel Girardon, garagiste au Bourget-du-Lac, toujours en activité. En voiture de série, c'est Renault qui a vraiment qui a lancé le turbo. Pourquoi elle est si attachante, cette Renault 5 Turbo ? Elle est vraiment attachante parce que j'ai quand même gagné 55 rallyes avec. Une seule question, ça coûte combien une voiture comme ça à peu près ? Aux environs de 250 000 €. Mais bon, il y a encore mieux, la Tour de Corse qui est en face, là-bas, ça vaut plus de 350 000. C'est quoi qui vous plaît dans ce modèle ? Renault, ils ont fait une belle caisse. C'est une voiture qui marche très bien, qui marche fort. Nous, on arrive de l'Ardèche. Ah, vous venez exprès ? Eh oui, eh oui. Et vous êtes venu en Renault 5 Turbo ? Oui, une Renault 5 Turbo 2. Waouh ! Eh oui, c'est les passionnés, ça. Je suis surpris de voir ça ici, dans un endroit aussi merveilleux qu'est Istres, non ? Et l'étang de l'Olivier, il n'y a plus qu'à faire le rallye, quoi. Depuis des années, j'adore ces voitures. Je suis amoureuse de ces voitures. Et donc celle qui est derrière vous, c'est la vôtre, c'est un cadeau ? Ah, mais j'aimerais, franchement, n'importe laquelle, je la prends. Il n'y a aucun souci, je ne suis pas difficile. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo. Excellente soirée et à demain.